Voilà, bonjour à tous, donc c'est parti pour le deuxième cours sur cette thématique. Donc, je vous rappelle rapidement ce qu'on a vu la fois passée. On a surtout parlé en fait de ces fameux cations monoatomiques, c'est-à-dire ces atomes qui perdaient un, deux ou plusieurs électrons, et surtout je vous avais expliqué qu'ils perdaient ces électrons pour gagner en stabilité. En effet, en perdant un certain nombre d'électrons, ils gagnaient de cette manière-là, ils avaient une structure électronique, donc une répartition de leurs électrons similaire à la répartition d'ailleurs électronique de certains gaz rares, et gaz rares qui par ailleurs sont des éléments parfaitement stables, d'accord? Donc en devenant des ions, ils ont une structure électronique similaire à des atomes, des éléments qui sont stables, d'accord? Et en analysant les structures électroniques, on se rendait compte qu'en perdant un, deux ou trois électrons, par exemple, eh bien, ils obtenaient très souvent 8 électrons sur leur dernière couche, qui apparemment était un gage de stabilité. C'était ce fameux modèle de l'octet. Il y avait une particularité avec l'hélium qui, en ayant seulement 2 électrons sur d'ailleurs sa seule couche, qui était sa première couche électronique, eh bien, avait aussi une stabilité. Et donc certains éléments, comme le beryllium ou le lithium, en perdant un ou deux électrons, se retrouvaient avec une seule couche électronique constituée de 2 électrons et donc qui était aussi stable puisqu'il ressemblait à ce fameux gaz rare hélium, et donc ça c'était le modèle du duet. On va voir maintenant les anions monoatomiques. Les anions, ce sont donc des atomes qui ont capturé des électrons, par définition, donc c'est ce qu'on appelle les anions, et qui sont devenus donc des ions négatifs. On va ensuite voir le modèle de Lewis, qui est très important pour comprendre notamment par la suite les liaisons. Et puis ensuite, je vous lancerai sur des exercices. Alors d'abord, en fait référence à ces anions, la charge d'un anion, hein, donc vous connaissez ben, notamment le F-, le Cl-, le S2-, donc ces fameux ions négatifs. En fait, la charge de l'anion correspond au nombre d'électrons qui ont été capturés par ces éléments, par ces atomes. Donc, par exemple, si je prends le fluor, lorsqu'il capture un électron, alors, je ne vais pas encore rentrer dans ce débat et sur la discussion de d'où vient cet électron, mais quand il capture un électron, eh bien, il devient une fois négatif. Je vous rappelle qu'un électron est chargé négativement. S'il capture un électron, ça paraît logique qu'il devienne F une fois moins. Le chlore, lui, va aussi capturer un électron et devient une fois moins. Le soufre, lui, capture 2 électrons et devient S2-. Alors pourquoi certains capturent un électron et pourquoi d'autres en capturent deux? On va, pour comprendre ça, justement faire une comparaison entre les structures électroniques de l'élément non ionisé et ce même élément qui est devenu anion. Par exemple, on va comparer la structure électronique du fluor et du F-, du chlore et du Cl-, et du soufre et du S2-. Alors, regardons d'abord le tableau de gauche, où sont représentées les différentes structures électroniques. D'abord, on a le fluor. Le fluor, il est, on dit K2L7. Ça veut dire qu'il a 2 électrons sur sa première couche électronique, et sur sa deuxième couche électronique, c'est-à-dire L, il a 7 électrons. Bon. Alors, en fait, on le montre au-dessus, le fluor peut capturer un électron. Mais oui, mais pourquoi il capture un électron? C'est-à-dire qu'en capturant un électron, ben en fait, il obtient une couche qui est, dans ce cas-ci, ben, full. Il a son maximum, il a 8 électrons, et il devient donc K2L8. C'est F- qui a une structure électronique K2L8. Si je prends maintenant le chlore, il est K2L8M7, et il va capturer un électron. Il devient Cl-, donc K2L8M8. Et pour le soufre, il avait 6 électrons sur sa dernière couche, donc il était M6, et en capturant 2 électrons, il devient M8. Bon, on a déjà parlé de ça, de cette fameuse règle de l'octet. Si c'est valable pour les cations, c'est valable aussi pour les anions. Si vous observez ici, vous allez très facilement remarquer qu'à chaque fois, peu importe que ce soit sur la deuxième ou la troisième couche, il y a quand même une particularité, c'est qu'à chaque fois, il y a 8 électrons sur la dernière couche. Et surtout,
avec ses 8 électrons sur la dernière couche. Si vous regardez la structure électronique du néon et de l'argon, que vous avez représenté dans le tableau de gauche, ben vous observez que le néon a une structure électronique 2,8, donc K2L8, d'ailleurs, qui est une structure électronique obtenue par le fluor quand il capture un électron. Donc F-, K2L8 a une structure électronique similaire à la structure électronique du néon. Et pour le chlore Cl- et le soufre S2-, eh bien tous les deux obtiennent une structure électronique similaire à l'argon. Donc il doit y avoir derrière, encore une fois, cette possibilité de stabilisation et d'obtenir une structure qui, d'une certaine manière, une structure électronique qui est d'une certaine manière stable. Donc, ce que je viens de dire, le F- a une répartition électronique similaire à celle du néon et le Cl- et le S2- similaires au gaz inerte argon. D'accord? Ils sont donc tous les trois stables. Alors, si on avait montré que les cations, en perdant des électrons, avaient une structure électronique similaire à un gaz rare qui les précédait dans le tableau, pour les anions, c'est l'inverse. En capturant un, deux ou trois électrons, ils obtiennent en fait une structure électronique similaire à celle d'un gaz rare, et le gaz rare qui les suit dans le tableau. C'est-à-dire que le fluor, si vous faites un zoom, vous regardez bien avec vos yeux, le fluor, il a une structure électronique 2,7, K2L7, et le gaz rare qui le suit d'ailleurs dans la ligne, c'est le néon, il a une structure électronique 2,8. Donc en capturant un électron, il obtient, ça reste le fluor, hein, c'est pas parce qu'il capture un électron qui change et que ça deviendrait du néon, non, non. Mais le fluor, en capturant un électron sur sa dernière couche, a une structure électronique similaire à celle du néon. Il devient stable de cette manière-là. Le soufre, par exemple, était 2,8,6. Il devient 2,8,8, c'est-à-dire qu'il obtient la structure électronique de l'argon. D'accord? Donc les cations, c'est les éléments stables, donc les gaz inertes, qui les précèdent dans le tableau, et dans le cas des anions, c'est qui les suivent directement dans le tableau. Okay. Donc ça, c'est simplement une conclusion de ce que je viens de dire. Et comme on l'avait dit d'ailleurs pour les cations sont des donneurs d'électrons, puisqu'ils ont tendance à perdre des électrons. Donc c'est comme si des électrons se retrouvaient en fait disponibles. Eh bien ici, pour les anions, c'est l'inverse. Ce sont des accepteurs, des capteurs d'électrons, puisqu'ils capturent des électrons pour se stabiliser, pour devenir F-, S2-, etc. Bien, alors maintenant qu'on a vu les cations et les anions et expliqué comment finalement ils obtenaient leur stabilité et pourquoi finalement ils s'ionisaient, ces éléments-là, on va aller un petit peu plus loin et on va essayer de comprendre maintenant un modèle particulier qui va nous aider pour la suite, qui est le modèle de Lewis. Alors, des familles A, les familles A, c'est les familles, c'est les grandes familles. En général, on dit les petites colonnes. Vous vous souvenez, les petites colonnes qui sont plutôt au centre du tableau ne font pas partie de ces familles A. Ce sont les grandes familles, donc 1, 2, 3, 4, etc. Bon. Alors, pour représenter, Lewis c'est un scientifique, et pour représenter en fait la structure électronique des atomes, il va surtout s'intéresser à la dernière couche électronique. Vous allez voir parce que c'est très important pour la suite, parce que cette fameuse dernière couche électronique contient des électrons qui vont d'une certaine manière pouvoir rentrer en interaction avec d'autres électrons qui se trouvent eux aussi sur une dernière couche électronique d'un autre atome. D'accord? On verra que c'est les prémices de ce qu'on appellera donc une liaison possible et d'échange, peut-être de partage d'électrons issus de dernières couches électroniques. Et donc Lewis, c'est très important, il va représenter ces fameux électrons qui se trouvent sur la dernière couche électronique. D'accord? Et comment il va le faire? Eh bien, il va, pour n'importe quel atome, il va faire une croix. La croix correspond en fait à n'importe quel symbole, hein. Ça pourrait être l'hydrogène, ça pourrait être le chlore, le fluor, le carbone, le soufre, peu importe. Donc il généralise en faisant une croix, et chaque fois qu'il met un point noir, chaque fois qu'il fait ça, en fait, c'est comme s'il disait il y a un électron sur cette dernière couche. D'accord? Ici, par exemple, pour l'hydrogène,
cette structure, peu importe d'ailleurs où on met l'électron, d'accord? Le point noir, je l'ai mis là à gauche, j'aurais pu le mettre au-dessus, en bas ou à droite, ça change rien. C'est simplement, il y a un électron. Il y a un électron, ça veut dire que dans ce cas-ci, quand je regarde la structure, la représentation de Lewis avec une croix et un point noir, ça veut me dire quoi? Qu'est-ce que j'apprends de ça? J'apprends que cet atome, donc l'hydrogène, possède sur sa dernière couche, apparemment, il ne possède qu'un seul électron. D'accord? C'est la seule information que je peux avoir de la lecture de ce symbole. Okay? Donc, pour toutes les familles, ça va être pareil. Si la famille 1A, donc c'est la toute première tout à gauche, vous allez avoir en fait tous ces éléments possèdent un seul électron sur leur dernière couche. D'accord? Le deuxième, c'est par exemple le cas du magnésium, du calcium, etc. Ils ont 2 électrons sur leur dernière couche, et puis 3 électrons, et puis 4 électrons. D'accord? Encore une fois, peu importe où on représente les points noirs, hein, par exemple pour les éléments de la deuxième famille, j'ai mis les 2 électrons comme ça, j'aurais pu les mettre comme ça, j'aurais pu les mettre comme ça ou comme ça ne change rien. D'accord? L'important c'est le nombre d'électrons que vous avez. Ces fameux électrons que vous avez en dernière couche, et qui sont d'ailleurs d'une certaine manière seuls, on dit qu'ils sont, ce sont des électrons dits célibataires. D'accord? Ça, j'y reviendrai, mais c'est un point important. Alors ensuite, pour les autres familles où il y a un peu plus d'électrons sur la dernière couche, ben, on va être embêté sur cette représentation parce qu'il n'y avait en fait que 4 places. Donc 4 électrons, c'est facile. Chaque électron se trouve dans un espace particulier. À partir du moment où j'ai un électron supplémentaire et j'arrive à 5 électrons, ben dans ce cas-là, Lewis, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute un électron là où il y en avait déjà un. Et quand il met 2 électrons dans la même zone, dans le même espace, en fait, il met ce qu'on appelle un doublet électronique, c'est-à-dire 2 électrons qui sont, on dit, constitutifs d'une paire. Ça va? Donc on a, par exemple, pour la famille 5, eh bien, on a une paire d'électrons représentée par cette petite ligne, et on a 3 électrons célibataires. D'accord? Donc, chaque fois qu'on a un point, c'est un électron célibataire, et à chaque fois qu'on a une petite barre, ça représente, si vous voulez, derrière, il y a 2 électrons. Bon, donc sur la famille 6, la famille 7, vous avez la famille 6, vous avez 2 paires d'électrons et 2 électrons célibataires. Et puis la famille 7, vous avez 3 paires d'électrons et 1 électron célibataire. Et sur la dernière famille, la 8, on appelle aussi 0, qui correspond en fait à ces fameux gaz inertes, il n'y a pas d'électrons célibataires. D'accord? Il y a donc 8 électrons sur la dernière couche, des électrons qui vont induire cette répartition, qui va induire d'ailleurs une certaine stabilité, on en a déjà parlé. Alors, ces électrons qui sont constitutifs d'une même paire, on dit que ces électrons sont appariés. D'accord? Ils se trouvent donc dans la même zone, si vous voulez, et ils appartiennent à la même paire. Alors, si vous regardez maintenant un tableau Mendeleïev, vous verrez toujours qu'au-dessus du tableau Mendeleïev, vous avez une croix avec un certain nombre de points et un certain nombre de doublets, de paires électroniques. D'accord? Ça représente toujours la même chose, ça représente toujours le nombre d'électrons que les éléments d'une famille ont sur leur dernière couche. Donc par exemple, vous avez sur la première famille, la famille 1A, qui est représentée ici, vous avez l'hydrogène, le lithium, le sodium, le potassium, etc. Eh bien, là, on les a mis en partie dans cette famille-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous la même particularité, ils ont un seul électron sur leur dernière couche. D'accord? Tous les éléments de la famille 2A ont une particularité, c'est qu'ils ont 2 électrons sur leur dernière couche. Ceux de la famille 3A, 3 électrons sur leur dernière couche, etc. etc. Ça va? Donc, ce que vous avez au-dessus d'un tableau de Mendeleïev, c'est-à-dire cette croix avec soit des électrons célibataires, soit des électrons appariés sous forme de paires électroniques, ben, vous donne une indication sur, si vous voulez, la structure électronique de la dernière couche de ces atomes, de ces éléments. Alors pour représenter en fait un élément en particulier, Lewis, qu'est-ce qu'il fait?
plutôt que de faire une croix, c'est-à-dire maintenant il le fait de manière particulière, de manière spécifique, l'atome d'hydrogène, plutôt que de faire une croix, il met H. Il met le symbole H et il met à côté un petit point qui représente, si vous voulez, l'électron qu'il a sur sa dernière couche. L'aluminium, qui fait partie de la troisième famille, a donc 3 électrons sur sa dernière couche, raison pour laquelle il met l'aluminium et autour de l'aluminium, il met 3 électrons qui correspondent à ces fameux électrons célibataires qui se trouvent sur sa dernière couche. D'accord? Et puis 4, parce que le carbone appartient à la quatrième famille, et puis l'oxygène et le chlore, eux, ont plus que 4 électrons sur leur dernière couche, raison pour laquelle vous voyez apparaître soit 2 paires électroniques, soit 3 paires électroniques pour le chlore qui appartient à cette famille des halogènes qui possèdent 7 électrons sur leur dernière couche. D'accord? Alors maintenant, faisons un parallèle. Faisons un parallèle entre justement ce nombre d'électrons qu'on a sur cette dernière couche et cette fameuse capacité de liaison que vous avez déjà en fait abordée dans un cours précédent et qui fait référence d'ailleurs à cette valence. D'ailleurs, vous savez que la première famille, vous savez que les éléments qui sont dans la première famille ont valence 1. Ceux qui sont dans la deuxième famille sont valence 2. Ceux qui sont dans la troisième famille, etc. En fait, si vous regardez, la valence qu'on attribue à ces éléments, qui appartiennent à certaines familles, correspond en fait aux électrons célibataires. Vous regardez, en fait, pour pouvoir déduire si un élément est de valence 2, de valence 1 ou de valence 3, ou de valence 4, 3, 2, etc., eh bien, vous regardez le nombre d'électrons célibataires. Pourquoi? Parce que c'est ces fameux électrons, j'ai déjà abordé, c'est ces fameux électrons célibataires qui vont, d'une certaine manière, pouvoir créer une liaison avec d'autres électrons célibataires issus d'autres atomes. D'accord? Et donc, d'une manière générale, quand vous cherchez à savoir la valence d'un élément, vous regardez d'ailleurs où il se trouve dans le tableau, et ensuite vous regardez le nombre de petits points noirs qui correspondent en fait à ces fameux électrons célibataires. Donc, d'une manière générale, vous pouvez dire que la valence qu'on attribue à un élément correspond au nombre d'électrons célibataires et, entre parenthèses, ça nous donnera une indication sur sa capacité de liaison et d'interaction avec d'autres éléments. D'accord? Donc, retenez que la valence correspond au nombre d'électrons célibataires. Ça va? Donc, dans un tableau de Mendeleev, quelles sont les informations que vous allez pouvoir avoir très facilement? Ben, c'est que vous avez d'abord la structure, un élément par exemple, si je reprends la famille 1A, donc tout à gauche ici du tableau, vous avez un électron seul dans cette représentation de Lewis, donc vous allez vous dire, imaginons l'hydrogène, il n'a donc qu'un seul électron célibataire, c'est-à-dire un seul électron sur sa dernière couche, et donc, puisqu'il a un seul électron, il n'a qu'une seule capacité de liaison. D'accord? Et entre parenthèses, on sait qu'il est donc de valence 1. Prenons maintenant la famille 3A. Eh bien, puisque l'aluminium, par exemple, se trouve dans cette famille 3A, comme il y a 3 points, ça veut dire qu'il y a 3 électrons célibataires sur sa dernière couche. L'aluminium a donc une possibilité de faire 3 liaisons. Ok? Et ainsi de suite. Bon, et puis on arrive à la dernière famille, la famille des gaz rares, où il n'y a absolument aucun électron célibataire, on n'a que des paires électroniques, raison pour laquelle il n'y a aucune capacité de liaison. Et donc, d'une certaine manière, c'est ça qui génère leur stabilité. C'est qu'il n'y a pas de possibilité de liaison, donc si cet atome se trouve en contact avec d'autres atomes, il n'y aura pas de possibilité de liaison, et donc d'une certaine manière, il est inerte, il est stable, il ne va pas interagir. D'accord? Bon, voilà, donc ça a été peut-être un petit peu vite, mais au moins tout y est dit. Vous pouvez revoir cette vidéo hein, si vous souhaitez comprendre l'une ou l'autre chose. De toute manière, on se verra demain ou à un autre moment si vous regardez la vidéo à un autre moment, et je pourrai donc répondre à des questions de manière plus précise. Ce que je vous demande maintenant, c'est pour vous assurer que vous avez bien compris ces différents concepts de ces deux vidéos, c'est via le PDF que vous avez d'essayer de faire en préparation, en devoir, les exercices qui se rapportent donc à cette manière théorique,
Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas bien grave. On va quand même retravailler ça en classe. Et surtout, je corrigerai ça pour m'assurer que tout ça est bien compris et bien maîtrisé avant de passer à la suite. Ça va? Et donc, pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, ben, à demain. Et sinon, ben, à la semaine ou à un jour prochain. À bientôt!